Bonjour et bienvenue sur Les Visionnaires, l'émission dédiée aux professionnels de la coiffure. Ici, nous mettons en avant toutes les personnes passionnées par ce métier afin de casser les codes et inspirer chacun d'entre nous pour mettre en avant ce fabuleux métier. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marc Dugas, le créateur de la Morpho-Coiffure, dans son joli salon intimiste rue de Bussy. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Visionnaires. Merci à tous de nous regarder. Donc Marc Dugas, il est coiffeur, formateur, conférencier, directeur artistique. Il a créé la Morpho-Coiffure et le Morpho-Relooking. Donc ça va être, je pense, un épisode hyper intéressant. C'est comme si vous avez eu plusieurs vies, donc du coup je pense qu'il va y avoir plein de belles histoires à raconter, donc je suis très contente. Comment es-tu arrivée dans la coiffure? D'abord merci de m'inviter donc à cette émission. Je suis ravi, bien sûr, de parler de mon métier. Je suis toujours ravi, évidemment. Ouais, ça a commencé, mon métier a commencé comme tous les coiffeurs, en fait. On commence par faire un apprentissage. Et puis, c'était intéressant parce qu'en fait, je dirais que ma vie était un long fleuve tranquille par hasard. Et en fait, j'avais quitté les études et puis j'ai commencé cet apprentissage et je suis tombé par hasard chez un employeur qui était champion de France à l'époque. Et ça a commencé déjà très bien sans que je demande rien. Donc du coup, tu commences la coiffure donc, assez naturellement. Et tu travailles dans un salon à Nantes, puis à Paris, et dans des salons haut de gamme. Et tu reviens ensuite à Nantes, et à seulement 23 ans, du coup, tu gères, puis tu achètes plusieurs salons. C'est incroyable. Alors, selon toi, quelles ont été les clés pour ce très beau parcours dès très jeune? Là encore, je dirais par hasard, puisqu'en fait, je me suis retrouvé effectivement après ce premier épisode et ce premier passage dans ce monde de la coiffure, dans un salon de coiffure qui était totalement créatif à l'époque. Donc là aussi, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Il a été fait avec un coiffeur avec qui j'étais, qui était employé chez un autre patron chez qui je suis arrivé à Nantes, qui était champion du monde de coiffure. Encore un champion du monde? Ouais, et quand je suis allé à Paris, à la Madeleine, c'était aussi un champion du monde. Et tout ça, je n'ai rien cherché en fait. Donc c'est pour ça que je dis par hasard. Et en fait, c'est un garçon qui est arrivé du Club Med, un peu un coiffeur itinérant, enfin, un peu space, hein, on va dire, dans le jargon, puisque il a décidé de créer avec le patron de l'époque, on s'appelait Michel Perrin, il a décidé de créer un salon unisexe en 72 et carrément marqué coiffeur unisexe sur la vitrine. Donc c'est énorme parce qu'on avait vraiment un orange en plus, vraiment quelque chose de fort avec un papier américain, des photoknolls, les pure knolls de l'époque là par contre. Et ce garçon donc, qui était un peu fantasme, mais qui était aussi un peu génie, comme toujours les personnages un peu hors du commun. Donc à un moment donné, il est parti. Donc il est parti un matin, on ne l'a pas revu, au bout de 2 ans, 3 ans. Moi j'étais avec lui parce qu'il m'a demandé de venir avec lui. Là encore, moi je suis bon, je veux bien. En fait, je dis jamais non. Je dis oui, donc c'est ce qui fait que le parcours s'est fait un peu par hasard dans tout cela. Et puis il est parti, et puis le patron qui était le propriétaire du salon me dit « Qu'est-ce qu'on fait, Marc ?» Je dis « On ne sait rien, moi. » Je dis « Je veux bien le tenir si tu veux, enfin bon, pas de problème. » Et il me dit « Écoute, moi, banco, je te fais confiance. » Génial. Et donc il m'a fait confiance, et puis de ce fait, je me suis retrouvé 22 ans à peu près à manager le salon, tout ça, et puis ensuite... je me suis dit un an après, je préfère le faire moi-même, et on s'est arrangé, lui ça l'a arrangé aussi, bref, et je me suis retrouvé employeur à 23 ans. Quoi, voilà. Génial, c'est fou comme tout s'est aligné en fait au bon moment, et naturellement, j'adore justement les histoires où la réussite elle arrive de manière très naturelle, très humble, sans chercher forcément, enfin je trouve ça génial, donc mais en fait, elle est simple, la vie, évidemment, je peux en parler aujourd'hui. C'était pas aussi simple. Oui, parce que j'imagine qu'à 23 ans, d'avoir des responsabilités... On ne sait pas, en fait, on ne sait pas. On suit le chemin. Et en fait,
Elle est assez simple parce qu'il y a des opportunités, ces fameuses opportunités qui arrivent en permanence dans notre vie. Et ça, quel que soit l'âge, on est toujours confronté à des opportunités. Après, de cette opportunité, on en fait quoi? On suit pas, on fait pas, c'est la grande question à chaque fois, que l'on se pose tous, quelles que soient nos vies. Et en fait, j'ai appris donc à saisir les opportunités quand elles venaient, parce qu'il y a un livre qui avait été écrit, je ne sais plus par qui, sur les opportunités, l'importance de l'opportunité. D'ailleurs, ça m'avait marqué à l'époque, parce que je me disais, oui, c'est vrai, on ne fait pas attention à ça. Et en fait, il décrivait justement ce genre de choses, qui fait que ça peut basculer une vie, ça peut faire un chemin de vie, ça peut aussi faire le contraire. Ça dépend comment on va prendre l'opportunité. Je dirais qu'il y a un mot-clé que, si je puis donner dès le démarrage, c'est que lorsqu'il y a des opportunités qui arrivent, elles ne sont pas par hasard. Et bien sûr, nous, si on les saisit, par hasard, c'est aussi cette vie qui va se cheminer, qui va nous créer en fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé une seule seconde. Moi, si on m'avait dit par exemple que j'allais faire toute cette carrière, c'était même pas en rêve, quoi. C'était pas possible. C'est super, mais c'est vrai que je pense que la vie, elle nous met des choses sur notre chemin parce qu'on peut les faire en fait, sinon elles n'arriveraient pas. Enfin, c'est qu'on peut saisir ces opportunités et avancer. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, si elles sont là, c'est qu'elles doivent être là. Voilà. Alors après, c'est toutes ces questions que l'on pose continuellement, auxquelles on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est fait comme ça? Est-ce que c'est nous qui les déclenchons? Est-ce que c'est déclenché? En fait, c'est comme ça. Donc, et certainement qu'on y est pour quelque chose, mais on ne sait pas comment. Mais on s'en fiche, on fait un peu de la réponse et de la question. Ce qui est important, c'est en fonction de soi, de toujours être attentif donc, à tout ce qui se passe autour de nous, les gens qu'on rencontre, tout ce qui peut arriver, parce que c'est ce qui va faire en fait toute cette magie, je dirais aujourd'hui, de la vie qui nous emmène là où on ne sait pas trop en fait. C'est génial. Pour en revenir donc un peu donc à ton parcours, tu intègres le groupe Air Club et à ce moment-là, tu fais une rencontre qui va changer ta vision de ton métier, ta vision et ton métier d'ailleurs. Raconte-nous un peu cette rencontre. Oui, alors il y a plusieurs choses qui ont fait tout ce basculement en fait de plein de choses et de faire ce que j'ai fait. La première chose, oui, je suis rentré dans ce fameux groupe Air Club, qui était un groupe un peu spécifique à l'époque, là aussi. C'était un groupe un peu dissident de la Fédération de la coiffure. Donc là, je me retrouve un peu toujours dans ce côté un peu rebelle. Ouais. Donc, malgré moi, d'ailleurs, je dirais, c'est fait naturellement. Que je le sois ou pas, je ne sais pas, mais il faut croire que je dois l'être. Donc, et en finalité, ce groupe amenait autre chose dans le milieu de la coiffure, puisque là où tout était plutôt basé sur l'artistique, sur la création, sur tout ça, là, ce groupe a amené le moyen de gérer une entreprise. Et de ce fait, le côté artistique n'était pas le seul élément, bien que j'ai exercé artistique au sein du groupe, mais il était aussi le fait de savoir manager un salon, de savoir mener une entreprise, d'avoir prendre de l'expansion. C'est de là qu'en fait sont sortis tous les groupes de coiffure, y compris les franchises, donc qui ont connu d'une manière ou d'une autre l'Air Club ou qui ont été à l'intérieur de l'Air Club. Donc tous les groupes que l'on voit aujourd'hui, mais ça a commencé par Z200. À ce moment-là, c'est pas lui qui est venu, mais c'était Michel Cauvin qui avait plusieurs salons, qui est passé par ce groupe et qui a en fait créé un peu, on va dire, avec j'avais le sens de la franchise. Mais c'est aussi le groupe Jean-Louis David qui est venu ensuite. Il n'est pas venu non plus à l'intérieur, mais par contre beaucoup de gens du Air Club ont fait le démarrage de Jean-Louis David en fait. Donc et puis après je pourrais vous citer que ce soit Saint-Ad, Saint-Cap, ça eux étaient à l'intérieur. Donc tous les groupes en fait en France, on a eu l'idée de manager le salon et puis de ne pas se contenter d'un salon, d'en avoir 2, 3, 4 et bien sûr, moi j'ai suivi le chemin. Donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvé, je ne sais plus, j'ai acheté 2 ou 3 ans après un deuxième, puis un troisième. Enfin bon, c'est vrai qu'à moins de 30 ans, j'étais à 4 ou 5 salons déjà. C'est magnifique. Hein. Donc c'était assez impressionnant. Quand j'y pense, c'était impressionnant. Ah oui. Peut-être que tu ne te rendais pas compte, parce que tu étais tellement dans la chose un peu
instinctivement et en fait maintenant avec du recul c'est Ben oui, vrai que c'est parce incroyable. que c'est pour ça qu'on sait, on ne sait pas de quoi on est capable en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut, il y a bien quelque chose aussi qu'il faut savoir et que je peux transmettre surtout, pas de limite, pas de limite, no limite, il n'y a pas de limite. On peut être surpris de ce qu'on est capable d'accomplir finalement. J'en suis une preuve vivante, ça c'est sûr. Si on m'avait dit à l'âge de 15 ans que je ferais ce parcours, c'était même pas possible, quoi. C'est pour ça que je raconte l'histoire simple. Quand moi j'étais coiffeur, déjà, j'ai choisi ça entre la cuisine et la coiffure, parce que ça sentait meilleur. Donc, et puis après, je me suis retrouvé dans le salon, je me disais, oh, je n'arriverai jamais à faire ça, couper des cheveux, tenir un peigne, des ciseaux, c'est compliqué en fait. C'est pas simple. Et je voyais mon patron qui lui était là, qui faisait ça comme ça, je disais, je vais pas y arriver. Et puis en fait, bon, je dis déjà, si j'y arrive, c'est bien. Si je fais un bon shampoing, c'est bien, parce que j'étais petit, il fallait qu'on mette un petit banc pour que je me mette. L'angoisse de mettre de l'eau dans les yeux. Vous voyez, tu vois, toutes les phases un peu qui m'ont marqué. Parce que... Et puis après, je me disais, bon, si j'ai un CAP, ce serait bien. Si j'ai un brevet, ce serait bien. Tout ça, ça s'est fait. Et puis, alors là, la cerise sur le gâteau, c'était, si je couffe, quoi. Enfin, un jour, du foot, du SCO, parce que mon père m'emmenait tout petit voir le SCO d'Angers. Alors ça, là, c'était le Graal, quoi. Dieu sur terre. Donc, j'ai dit, et j'ai eu la chance, après ma carrière, bifurquer sur Nantes. Et en fait, j'ai coiffé tous les jours de Nantes à l'époque, avec Henri Michel, qui était l'icône de Nantes à l'époque. Et puis là, au foot club de Nantes rayonnait. J'ai eu la chance de rencontrer, bien sûr, d'être ami avec les dirigeants, avec les joueurs. Enfin, tout ça, c'est tout. Donc, j'ai eu 10 fois plus que le simple petit grade. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est juste immense, quoi. Waouh, super. C'est trop. Comment est-ce que tu as réussi à créer ton propre concept, du coup, la morpho-coiffure? Donc, voilà, il y a eu tout un cheminement que tu vas nous expliquer. Et aussi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as pu être sûr de toi, te dire j'ai trouvé une méthode, voilà, je vais pouvoir la transmettre, j'en suis sûre qu'elle fonctionne. Ça paraît, c'est magnifique. Mais c'est pas aussi simple que cela, donc c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Et en fait, on ne sait pas ce que l'on crée quand on crée. Donc, s'il y a bien quelque chose qui est incroyable, c'est quand le créateur est devant sa création, il ne sait pas ce qu'il a fait, puisqu'il crée. Et quand on parle de vraie création, pas de recopiage ou de recopie quoi que ce soit, mais quand on fait une véritable création, on ne sait pas ce qu'on fait, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'instant. Donc, et il faut bien comprendre que tous les créateurs, de leur vivant, en fait, n'ont jamais su ce qu'ils engendraient. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils n'ont jamais été adulés de leur vivant. C'est toujours une fois qu'ils sont morts. Donc, on dit que c'était des génies. Ça leur fait une belle jambe. Hein. Ils sont plus là. Et moi, je dis toujours faire attention parce que la création, c'est pas quelque chose comme ça qu'on ne peut pas reproduire. Quelque chose si on reproduit, c'est pas de la création. Donc ça, c'est la première chose importante qu'il faut bien comprendre. Le créateur lui-même qui est au cœur de sa création, au cœur d'une nouveauté, au cœur d'un lancement de quoi que ce soit, quels que soient les domaines, il fait des choses parce que ça émane de lui. Il ne comprend pas toujours pourquoi. C'était mon cas. Et effectivement, ce parcours a été très bizarre aussi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça déjà. La seule chose que je peux dire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est que lorsque je coiffais à ce moment-là, que je raconte dans le livre, donc le fils du docteur Cormand qui a créé la morphopsychologie, donc, je me souviens très bien lui avoir posé la question, vous ne faites pas de la morphopsychologie? Je ne me rappelle pas comment ça m'était venu comme ça, il y a sûrement quelqu'un qui m'en a parlé évidemment, mais bon, et je lui ai posé la question en tout cas, ça j'arrive pas à savoir la source réelle, et puis il me dit non c'est pas moi, c'est mon père. Et puis je pose un peu des questions parce que et pourquoi me demander ça? Je sais pas, est-ce que ça doit être intéressant dans ce métier? Je sais pas, ça peut, je sais pas. Je voyais pas trop le rapport, mais j'avais cette émanation en fait inconsciente. Et en finalité, il me dit oh bon non, mon père maintenant il fait plus ça, il a la retraite. Bon. Il me ferme la porte en fait. Il me ferme la porte et bon, je laisse tomber. Quelque temps après, j'ai une amie avec qui je travaillais sur les arts plastiques des Pays de Loire. Et on faisait un show, puis un jour elle me dit tu sais, je te verrais bien faire de la morphopsychologie, toi. J'ai dit pourquoi tu me parles de ça, toi? Donc ça n'a aucun sens. Et je lui dis mais je me souviens très bien avoir demandé ça au fils du docteur Cormand, mais il ne fait plus puisqu'il a la retraite. Elle me dit tu rigoles, il ne fait plus que ça. Et là je dis c'est quoi ce truc? Bref. Et elle me dit, je te fais rencontrer, si tu veux, Caroline Binet, qui a écrit, quand j'étais d'ailleurs élève avec elle, l'ABC de morphopsychologie, on a travaillé avec elle sur le sujet. Et en finalité, donc,
Elle m'a dit, je te la fais rencontrer si tu veux, puis voilà, et j'ai rencontré. Et j'étais tous les jeudis soirs pendant 5 ans, apprendre, parce que ça s'apprend pas comme ça si facilement. En plus, c'est pas mon domaine quand même. Donc, et j'ai comme ça que j'ai appris cette morphopsychologie. J'étais au bout de l'histoire, j'ai passé l'examen, j'étais diplômé certifié, on va dire, parce que voilà, c'est pas reconnu par l'État. Et en finalité, je suis devenu morphopsychologue conseil, et on me demande toujours, quand c'est comme ça, de valider en fait. Cet apprentissage, on va dire. Et puis alors, je me suis dit, moi je ne vois pas très bien comment je peux faire mettre ça avec la coiffure. Bon. Et puis ce soir-là, encore une fois, par hasard, je prends une feuille blanche, toute bête, là, je fais un trait au milieu, puis je mets les lois de la morphopsychologie d'un côté, et je mets les mots qui éventuellement pouvaient avoir un sens, j'en savais rien. Donc j'ai mis, par exemple, pour donner un exemple concret, la dilatation, c'est l'expansion, c'est l'ouverture, c'est de grandir, c'est bon. Je me dis, les cheveux, ça doit être volume. Ah ouais. Donc je mets volume. La rétraction, la deuxième loi, sont les 4 lois sur lesquelles il s'appuie, sont des lois de l'univers. Autrement dit, ça régit notre vie. Tous les jours, elles régissent. Hein. Donc la loi de dilatation-rétraction, la première loi de dualité qui régit notre monde. Et en finalité, la rétraction, c'est l'opposé total, puisque là où on s'ouvre, on va avoir la rétraction qui nous protège aussi de cette ouverture, puisque le monde n'est pas qu'un monde de bisounours, la vie n'est pas cela non plus, donc il faut arrêter de penser que l'on peut équilibrer cette vie dans ce monde. Ce n'est pas possible, puisqu'elle est née sur le déséquilibre, et c'est ce qui fait la vie. Eh bien, tout est comme cela. Donc cette rétraction qui nous protège, en fait, des dangers, et aussi de ce monde, fait que si c'est volume dans un sens, c'est le contraire. Bon, j'ai mis sans volume. Ah ouais. La deuxième loi, pour être clair, la tonicité atonique est une loi qui amène le punch, l'action, quand on a envie de faire des choses, qu'on ne sait pas pourquoi, mais la pulsion, le fameux conatus qui nous pousse à faire des choses, eh bien, cette notion d'énergie fait qu'on va faire plein de choses. Donc, je me suis dit, quand c'est comme ça, on est actif, donc le besoin d'action est prioritaire, le besoin de foncer est prioritaire. Or, je me suis dit, les cheveux, comment ça peut s'illustrer? Moi, j'ai pensé à une femme sur un cheval au galop ou dans un cabriolet, les cheveux partent vers l'arrière, et puis on fonce, et il ne faut rien qui gêne. Et donc, j'ai mis en arrière. Incroyable. Et après, si je freine, j'ai dit là, j'ai besoin de mes cheveux pour me protéger. Moi, je suis né en 50, donc j'ai les années 70 derrière moi et 68. Donc les babacools, les années. Et là, tous les babacools avaient les cheveux devant et qui étaient antithèse de tout ce que représentait la tonicité dans le sens pur du terme et qui voulaient, eux, être dans la tonie et qui étaient plus dans la réceptivité, dans la féminité, dans l'observation des choses, la contemplation. Et j'ai mis, là, on se protège. Et ils avaient tous les cheveux en avant. Donc j'ai mis en avant. Génial. La troisième loi qui était l'équilibre et l'harmonie. L'équilibre et l'harmonie, c'est une recherche toujours de trouver son équilibre et cette harmonie dans ce monde. Alors là encore, on enseigne souvent que cet équilibre et cette harmonie se trouve dans le contresens de ce que l'on est. Puis moi, je disais, c'est idiot, ça ne peut pas être dans le contresens. Parce que pourquoi on va trouver son harmonie en étant le contraire de ce qu'on est? Donc, et ça, c'est enseigné tous les jours, aujourd'hui encore. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, ça ne doit pas être ça. Alors, j'avais mis tout simplement, peut-être dans le sens, tout simplement. Donc, trouver, en fait, en fonction de chacun d'entre nous, puisqu'on a chacun nos forces, et qui vont être en dualité. Donc, l'harmonie, elle n'est pas générale, elle n'est que personnelle. Donc, il faut trouver son harmonie par rapport à soi. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, son harmonie n'est pas la même que quelqu'un qui en a moins. Donc, ça ne sert à rien de dire, pour être équilibré, il faut faire ça, ça, ça. Ce qui est important, c'est d'être au contraire en harmonie avec soi. Donc, c'est parce qu'on a de la pulsion qu'il va falloir l'utiliser qu'on va trouver sa propre harmonie, et pas le contraire. Donc, on peut dire à quelqu'un qui est actif, arrête de courir. Ça ne servira à rien. Ça tient. Et j'ai donc mis cela. Et puis, la quatrième loi qui n'était pas très claire à ce moment-là, c'était la loi de substitution que donnait le docteur Cormand. Dans les changements de visage, moi je l'ai plutôt appuyé avec Cardine en avait parlé également, donc sur la loi de mouvement et évolution, parce que pour moi, à partir du moment où on avait un peu géré nos 3 premières lois, le principe de base d'après, c'était de se mettre en mouvement et d'aller vers les choses. Et bien sûr, j'ai mis plutôt la loi de mouvement et d'évolution, puisque c'est à partir du moment où on va se mettre en marche avec ce que l'on est qu'on va pouvoir évoluer. Et on aura juste là 2 solutions.
Soit on évolue, on est optimiste et on fait les choses, soit on évolue, on est pessimiste et on est toujours à l'envers des choses. Donc, à partir de là, j'ai expliqué en fait comment ça se voyait sur un visage, parce qu'un visage qui est rayonnant, qui fonce et tout ça, ça se voit, mais un visage qui est toujours pessimiste, ça se voit aussi. Et bien sûr, quand on le voit sur le visage, c'est qu'on le dégage. Et quand on le dégage, on attire tout ce qui va avec. Voilà. L'attraction aussi. Et on va retrouver, bien sûr, toutes les lois, gravitation, attraction et autres. C'est clair. Du coup, qu'est-ce que la morphocoiffure a apporté à ton travail? Alors, la morphocoiffure, donc, qui est née justement de ce fameux mémoire que j'ai écrit, j'ai mis 5 ans à l'écrire pour valider, parce que là, c'était juste sur le papier. Après, chaque jour, alors j'avais la chance aussi d'être dans mon métier, donc j'avais des clientes, donc avec qui je pouvais vérifier ça. Je faisais partie du groupe, effectivement, du Hair Club, où j'étais là aussi très active, donc dans la formation, dans plein de choses. Donc, et du coup, ça me permettait de valider déjà avec les coiffeurs eux-mêmes, donc de vérifier tout ça avec eux. Et puis, comme on faisait des formations, il y avait les modèles, donc j'avais un panel incroyable de possibilités de vérification. Et c'est ce qui m'a permis à chaque fois de poser des questions, de poser des questions, de poser des questions. Alors bien sûr, ça fatiguait tout le monde. On disait, mais tais-toi avec tes trucs, ça ne t'intéresse que toi, arrête de nous fatiguer avec ça, enfin bref. Et moi, j'ai dit, oui, c'est vrai. Bon, alors des fois je me taisais, je ne savais plus si je devais faire ou pas. Mais paradoxalement, c'est même pas ça, c'est que ce sont justement les clientes, les modèles, pas les coiffeurs. Les clientes, les modèles, ça qui me disaient, c'est bien ce que vous racontez. Ah ouais, on n'avait jamais pensé que ça pouvait être possible. Ah oui, alors c'est elles qui m'ont en fait encouragé à poursuivre. Pas la profession qui, elle, ça les enquiquinait pour être correct. Donc plus qu'autre chose, parce que c'est vrai, je venais déranger encore une fois un ordre établi. Oui, et là d'un seul coup, je me suis heurté en fait à l'intelligentsia générale, parce que tout le monde fonctionne dans le même sens. Il faut savoir que dans le monde de la beauté, donc générale, c'est-à-dire les coiffeurs, les maquilleurs, les stylistes, les accessoiristes, tout ce que vous voulez, on fonctionne toujours contre. On ne fonctionne pas avec. Donc on parle toujours d'être et de paraître, mais on fait que du paraître. Et on ne respecte pas l'être, on amène des tendances et on demande à tout le monde de couper les cheveux comme ça, de faire une couleur comme ça, de faire un make-up comme ça, de faire des chaussures pointures, même si on a des pieds carrés, enfin bref. Et on oblige les gens à consommer en fait, sans s'occuper réellement en fait de la réalité, que ce soit dans l'optique aussi j'en parle et tout. Donc tout ça en fait fonctionne dans le même sens, c'est-à-dire dans le contresens. Et on dit toujours que c'est mieux parce que ça va équilibrer. Comment on peut équilibrer quelque chose quand on a un être comme il est et que l'on va faire un paraître en opposition. Donc et qu'on dit ensuite qu'on coiffe par rapport à la personnalité ou qu'on fait les choses, ça n'a pas de sens. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas logique. Toujours avec ma logique de fond, je disais, c'est pas logique. Mais je n'avais pas l'expérience pour le prouver. Donc c'est ça que j'ai cherché pendant très longtemps à prouver que ce que je pensais pouvait effectivement être juste. Mais je n'en savais rien. Je n'en savais rien. Donc je n'avais que la possibilité de le voir avec les résultats des clientes, qu'est-ce qu'elles en pensaient et tout. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsque tout ce travail a été fait, donc mon morphocoiffure n'est pas né comme ça, il est né en 96. Donc, et à 96, eh bien, il y a eu là encore un déclic, mais comme toujours, quand on fait des choses, il y a toujours des déclics qui se passent, qui sont complètement absurdes, toujours aussi. Donc c'était un peu fou. Et ça, c'est arrivé donc par quelque chose d'assez incroyable, parce qu'un jour d'un congrès qu'on faisait avec le groupe, où moi je m'occupais de l'artistique, tout ça, le dimanche, tout ça, puis le lundi, on avait du management, bref. Et puis on avait invité, à ce moment-là, le groupe avait invité des employés, donc des collaborateurs, quoi. Et à un moment donné, ils me disent, Marc, tu ne voudrais pas aller là, parce qu'ils avaient mis un juridique à leur expliquer des choses, mais les employés, que tu veux qu'ils fassent avec un juridique, bon bref, et qu'on ne revienne pas trop, ils me disent, ça n'a pas l'air de bien trop se passer, est-ce que tu peux y aller? J'y vais, donc au feu, comme d'habitude, et je dis, je ne sais pas ce que je vais leur raconter, mais enfin bref, et je commence à leur dire, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de comment on crée un visuel, comment ça se passe, pourquoi on va à Miami, parce que tout le monde dit on va dépenser de l'argent. Mais pourquoi on le fait à Miami et pas à Paris, ça a du sens, évidemment. Si tu n'expliques pas
Ils n'en savent pas. Alors après, on peut expliquer le pourquoi, pour la lumière, pour plein de choses. Puis, comme par hasard, tous les créateurs qui font des photos vont à Miami. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont là-bas et pas ailleurs? Donc, il y a des raisons. Donc, effectivement, elles sont justifiées. Mais il faut expliquer, expliquer et expliquer. Et en finalité, donc là, je refais ça. Ils étaient contents comme tout de savoir comment on faisait un visuel avec tout, parce que c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une partie de plaisir. Hein, c'est des journées de travail. On se lève à 4 ou 5 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir, et on a une photo dans la journée. Donc, c'est pas simple du tout. Créer toutes ces images que l'on voit et qu'on dit, oh bah ouais, c'est beau, c'est pas beau, c'est pas aussi simple. Donc c'est pour ça que là, tous les créateurs le savent. Hein. Et en finalité, on est plus soumis à la critique qu'autre chose. Et en finalité de cela, à un moment donné, je dis, est-ce que ça vous intéresse? Je vous parle un peu morpho, tout ça. Et là, il me dit, j'entends oui. Bon, j'ai levé la main, ils lèvent tous la main. Il était 200-300 quand même, donc c'est pas juste 10 personnes. Quoi. Je dis, tiens, c'est bizarre, ils soient intéressés. Donc je commence à parler un peu de ce que j'avais commencé à mettre en place, tout ça. Tout. Et puis là, ils me disent, oui, c'est intéressant, au bout de 5-10 minutes, je dis, ça va, je vous ennuie pas, tout ça. Pas du tout. Donc bon, je fais mon petit temps avec eux, donc je ne sais plus combien je suis resté de temps, 30 minutes, 45 minutes, mais enfin là, visiblement, ils n'étaient pas du tout embêtés. Et à la fin, je dis, bon, imaginons, soyons fous. Toujours les histoires de comment on y arrive. Donc je dis, soyons fous. Imaginons, on est le 15 mars 96, je me rappelle très bien. Et c'était, imaginons que dans un mois, je vous fasse revenir. Et puis, je vous explique ça plus en détail, plus en concret. Est-ce que ça vous intéresserait? Pour moi, c'est un excellent laboratoire, en plus, évidemment. Donc, ils me disent, oui. Bon, ok. Alors, vous savez que vous travaillez parfois le lundi, il y en a tout ça. Et si on le fait un dimanche, est-ce que ça vous... Oui, ils lèvent toujours tous la main. Et en finalité, je dis, ok. Je lance l'opération. Et puis, alors, ça vous coûtera peut-être un peu de sous, peut-être que les employeurs n'ont pas réglé, mais enfin, je m'arrangerai pour que ce soit le minimum, ça dépend à combien on sera. Mais moi, je coûte rien, mais par contre, c'est aussi la salle, les trucs, enfin bon. Bref, mais bon, pas de souci. Je reviens vers les employeurs, hein, donc là, il y avait toujours le congrès avec tous les employeurs, et j'explique, en fait, ils me demandent ce que s'est bien passé, je dis, alors j'explique, et là, on me dit autrement, mais ça va pas, non, tais-toi, tu vas casser le congrès. Donc, je dis, j'aurais proposé, s'ils ont envie, ils viennent, s'ils n'ont pas envie, ils ne viennent pas, c'est pas grave. Et de ce fait, alors, grand débat, bien sûr. Mes associés, évidemment, étaient pas très heureux parce qu'ils disent, c'est quoi ce truc? Voilà. Ça, évidemment, ça crée beaucoup de contresens, c'est le cas de le dire. Et en finalité, avec les filles du bureau de ça, me dit, de toute façon, Marc, il l'a lancé, on peut pas maintenant ne rien faire. On m'a envoyé un message, puis on verra bien. Donc, on envoie le message, tout ça, et puis là, surprise, au bout d'une semaine, il y avait déjà 100, 200 personnes qui avaient répondu OK. Et là, moi, je pensais qu'il allait en avoir peut-être une cinquantaine, on avait une salle suffisante pour accueillir, donc ça ne coûtait rien à personne. Et en finalité, ce n'est le voyage. Et puis, 100, 200, ça commence autre chose. Enfin bref, tout ça, pour passer les détails, au bout de 3 semaines, on était plus de 500 ou 600. Donc, et là, c'est moi qui m'occupais de la logistique, parce que je ne voulais rien faire. Donc à ce moment-là, il fallait s'occuper de la logistique. Donc j'ai pris la salle bleue du Palais des Congrès, où là, on peut mettre 1000 personnes. Et puis, là, du coup, ça a pris de l'amplitude. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvés avec la presse, les morphopsychologues, les coiffeurs, enfin, la direction, fournisseurs, L'Oréal et autres. Donc, et là, je suis arrivé à 10h du matin, et je me suis dit, quand j'ai vu la salle se remplir comme ça, angoisse totale. Ah oui. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai déclenché? C'est pour ça que je dis, on ne sait pas ce qu'on fait. On n'en sait rien, c'est complètement fou. Et jamais j'aurais pensé que ça pouvait remplir une salle, donc à ce niveau-là. Et en fait, si. Et là, je dis, il faut que j'y aille. Hein. Donc, je suis arrivé, et là, j'étais juste moi, et moi, puis mon PowerPoint, et tout ce que j'avais mis en place. Alors, bien sûr, j'avais bien travaillé, évidemment, malgré tout ce qui se passait, parce que je m'occupais de la logistique de l'autre côté, donc bref, no comment. Et en finalité, donc, c'était assez impressionnant d'ailleurs. C'est là où tu te dis, il y a quand même quelque chose, d'autre chose, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, mais dont on parle, j'étais aligné, je peux dire, je l'étais vraiment. Et là, je me suis mis, j'ai déroulé tout cela, mais d'un calme incroyable, que j'ai rarement été dans cet état-là, je dirais, fondamentalement.
Et en fait, ça se passait bien, personne bougeait, alors que nous, dans ce métier, tout le monde bouge tout le temps, ils vont aux toilettes, ils vont tout ça, rien. Personne n'a bougé. 10h à midi et demi, ils n'ont pas bougé. J'avais fait un petit Lucie qui tournait les pages. Quand j'étais, tourner la page, donc il tournait la page. Et puis arrivé, donc on est allé prendre un sandwich. Tout le monde est resté, personne n'est reparti. À 2h, on a recommencé jusqu'à 17h. Donc one-man show total. Et à 17h, là, je dis voilà, c'est terminé. Et là, bien sûr, la salle sans direction. J'étais surpris moi-même. Je me suis dit, bon, ça vous a intéressé. Étonné que ça les a intéressés parce que c'était quand même pas rien. Donc, et puis en finalité, cette morphocoiffure est née ce jour-là, donc juste ce jour-là. Puisque après, j'ai dit, si vous voulez, que je démontre un peu plus direct, s'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent monter sur scène, et puis comme ça, j'explique comment vous êtes et comment vous fonctionnez. Et je vous expliquerai en fait si c'est bien ou pas bien. Et là, c'est comme à la messe, ils sont descendus. Ça s'est terminé à 20h. Donc, où j'ai analysé toute une partie de gens, expliqué en tout cas, conseillé en tout cas. Donc, toute une partie, expliquer ce que je faisais et comment je le faisais. Voilà. Et ce jour-là, effectivement, là, c'est vraiment, ça a été la naissance en fait de cette morphocoiffure qui n'était pas encore choisie dans ce mot et qui a créé les problèmes après. Et c'est là où les problématiques sont arrivées parce que, évidemment, quand tu crées quelque chose et qui dépasse les choses, évidemment, ça autour de soi, évidemment, il y avait tous les contres sont arrivés en force. Donc ça m'a créé, ça m'a créé plus de problèmes en fait que ça aurait dû être comme on dit, une apothéose. Ça l'a été pour une grande partie, ça a été le contraire pour une deuxième grande partie. Toujours cette dualité. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme tu dis, c'est une dualité qui fait la vie. Donc, voilà. Donc, on est fait pour ça. Donc, faut y aller, quoi. Donc, maintenant, j'ai pas programmé tout ça, j'ai pas préparé tout ça, j'ai pas pensé tout ça. C'est pour ça qu'en fait, quand on crée, on fait, et les choses arrivent. Puis ça sort de l'âme, du cœur. C'est nous, on est tous comme ça. Je ne suis pas spécial comme la plupart, j'entends tous les créateurs, quels qu'ils soient, tous les penseurs, soit le monde de la philosophie, la psychologie, de tout ça, tous. Mais en finalité, c'est toujours la même histoire. Tu défends une idée que tu as, tu ne sais même pas pourquoi. Et en fait, tout ça, ça fait son chemin. Mais c'est ça, en fait. Et et c'est notre but humain. C'est ça, d'être humain. C'est pas autre chose. C'est être humain. C'est juste parce qu'on doit être effectivement dans cette... Et je pense que l'être humain, il est là pour ça sur Terre. Pour justement, c'est ce qui crée cette matérialisation, c'est ce qui crée cette relation avec la spiritualité, c'est ce qui crée tout ça. Donc, et c'est à nous de le vénérer, je dirais, de le faire. Et de ne pas s'empêcher ou... Par peur. Voilà.